Bonjour à tous, bienvenue dans Délivrez-nous. Dans un instant, nous serons chez Martel en compagnie de Jean-Louis Fournier. Il a été réalisateur pour la télévision. On lui doit notamment le célèbre dessin animé La Noiraude, qui était diffusé dans L'Île aux enfants. Complice de Pierre Desproges, il réalisait la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, il a reçu en 2008 le prix Femina pour Où on va papa, son livre choc sur sa relation avec ses deux garçons handicapés. On le retrouve pour évoquer Poète et paysan, publié chez Stock. Jean-Louis Fournier, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien autour de Poète et paysans, publié chez Stock. Alors, c'est l'histoire d'un étudiant en cinéma à Paris qui rencontre une étudiante en psychologie et par amour pour elle, qui est fille de fermier, il se met dans la tête de reprendre l'exploitation de son papa qui n'a pas de successeur et le voilà ouvrier agricole. Alors, cet ouvrier agricole capable de tout, c'est vous, Jean-Louis Fournier, plutôt récit ou plutôt roman, cette histoire ? Les deux en général. Je ne sais pas, vous savez, quand vous avez des souvenirs, les mots qui viennent sont... d'abord, les souvenirs avec le temps se transforment. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un récit, ce que c'est qu'une autobiographie ou un roman. Disons que c'est un livre. C'est un bon livre, en plus. Alors, le comique de ce livre, tragicomique même parfois, réside dans le décalage entre vos idées reçues sur la campagne et la réalité. C'est ce que j'ai voulu un peu faire. Vous savez, il y a eu un moment où tout le monde s'est imaginé que la campagne, c'était un épanouissement extraordinaire. Tous les étudiants partaient pour élever des chèvres et faire du fromage, comme si les chèvres s'élevaient toutes seules et que le fromage se faisait tout seul. Ils ont découvert la dure loi de la nature. La nature, c'est pas une fée, c'est quelque chose, c'est une force qui est terrible, qu'il faut maîtriser, qu'il faut constamment... les cultivateurs ont une vie très très difficile. C'est un engagement complet. Très très dur. Et moi je vivais encore avec des souvenirs de Jean-Jacques Rousseau ou de toute cette poésie rustique, les travaux des champs qu'on voyait dans nos livres. Les gravures anglaises. Voilà, les gravures anglaises, le gai laboureur qui était derrière son percheron, et puis on entendait l'Angélus au fond, la peinture de Millet et tout ça. Et finalement je me suis aperçu que la culture c'était quelque chose d'excessivement difficile. Que les cultivateurs, ce sont des gens qui doivent lutter. La nature, c'est pas une alliée, c'est souvent une ennemie, et il faut lutter avec elle. Oui, et elle a le dessus. Et elle a souvent le dessus, elle gagne souvent. Alors, le titre du livre Poète et paysan renvoie à une œuvre du compositeur autrichien Franz von Suppé. Il y a très peu de gens qui le savent, je peux vous dire ça. Bravo, c'est bien, Merci. c'est bien, vous êtes cultivé. Alors, dans ce livre, vous évoquez les concerts de France Culture que vous écoutez sous les draps, Puccini, Chopin, Albinoni, etc. Vous êtes un passionné de musique classique. Passionné de musique classique, oui. J'aime beaucoup la musique. Il paraît d'ailleurs, une chose étrange, c'est que tous les pessimistes adorent la musique. Et je pense par exemple à Schopenhauer, qui est le roi des pessimistes, et Sioran et tout ça adorent la musique. Peut-être que la musique, ça vous emmène dans un monde qu'on repousse et qui vous inquiète. Et selon votre humeur, c'est Mozart ou Beethoven? Alors, ça se bagarre entre Bach et Mozart, plutôt actuellement. Et Mozart est un peu jaloux de Bach, et Bach est actuellement, ce serait plutôt Mozart. Plutôt Mozart, très bien. Alors cet ouvrage est également plein de références à la peinture. On y croise des paysans de Millet, vous le disiez, les tournesols de Van Gogh, les coquelicots qui poussent dans les tableaux de Monet, Turner, Latour, etc. Ce que vous voyez dans la campagne, c'est plutôt finalement une transfiguration de la nature par l'art. Un petit peu, oui, peut-être bien. Mais vous savez, quand je parle de Turner, par exemple, vous savez que Turner, les derniers tableaux de Turner sont absolument quasi inidentifiables. On est en train de partir dans l'art abstrait, derrière un grand brouillard. Et je raconte que j'ai perdu des vaches un jour, parce qu'il y avait du brouillard dans la campagne. Et quand il y a du brouillard dans la campagne, finalement, la campagne est transformée en un grand Turner. C'est pour ça que j'ai essayé de voir un peu les associations. Et puis j'aime bien, quand je fais des livres, si vous voulez, de parler des choses que j'aime bien. Et puis comme j'ai quand même des jeunes lecteurs qui lisent, je me dis, tiens, c'est une façon de parler un petit peu des choses qui sont importantes de connaître pour la culture. Tout à fait, il y a une démarche pédagogique. C'est toujours le même mot culture qui revient. Oui. Votre livre se compose de chapitres brefs, de petites séquences qui, mises bout à bout, forment un tout cohérent, finalement, un peu comme un film. Est-ce que vous ne croyez pas que votre côté réalisateur s'exprime dans votre façon d'écrire aussi? Mon côté réalisateur s'exprime aussi surtout dans le fait que j'ai fait beaucoup de documentaires. Et quand on fait des documentaires, on écoute les gens parler et on coupe seulement au moment où ils vont commencer à dire quelque chose. Parce qu'on s'aperçoit dans le langage, si vous voulez, les gens commencent à dire, vous l'entendez à la radio d'ailleurs souvent, on dit, je voudrais poser une question pour dire que tout ça on retire, parce que posez votre question tout de suite. Et donc, c'est ça faire du montage, c'est de retirer tout ce qui n'est pas essentiel. Et donc, moi je fais peut-être ça avec les mots, essayer de ne pas dire, d'entrer dans le vif du sujet. De concentrer. Oui, que ce soit
j'ai surtout une hantise, c'est d'ennuyer les lecteurs. Pour moi, la pire des choses, si vous voulez me détruire, c'est me dire, je me suis ennuyé à votre livre. C'est pire que tout. Me dire qu'il est moche, me dire qu'il est fou, j'accepterai tout. Mais qu'on me dise qu'il est ennuyeux, non. Pour moi, c'est la pire des choses. Ben non, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas ennuyé? Non, pas du tout. Ben vous avez intérêt à le dire, parce que sinon, très vite. Non, je vous le dis sincèrement. En direct. Oula, non, rassurez-vous. direct. Alors la question qu'on se pose dans cette histoire, c'est pourquoi ce jusque-boutisme, alors que votre fiancé reste à Paris, vous aimez visiblement davantage en étudiant en cinéma qu'en ouvrier agricole, pourquoi vous acharnez à rester à la ferme? Parce que j'ai toujours l'impression que je vais découvrir, si vous voulez, s'il fallait résumer tous mes livres, j'ai l'impression que je raconte l'histoire d'un type qui pense qu'il va être heureux demain. J'ai toujours l'impression que je vais être heureux demain et que demain va m'amener quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai pensé que la campagne, la culture allait m'apporter quelque chose de complètement étonnant et que je n'ai pas trouvé finalement. Vous êtes accroché, mais... J'étais pas tout à fait fait pour ça. Et puis en plus, j'ai horreur du fumier et j'allais me laver les mains toutes les 5 minutes. Alors je peux vous dire que c'est un cultivateur qui va se laver les mains toutes les 5 minutes. Il perd beaucoup de temps. Il faut mieux qu'il aille faire autre chose. Alors justement, vous racontez vos débuts à la télé, à FR3 Lille à l'époque. Je serais très mal payée, mais pour moi, rentrer à la télévision, ça n'a pas de prix. Je suis tellement heureux. On va voir mon nom au générique. C'était vraiment une reconnaissance de devenir C'était extraordinaire à l'époque d'avoir son nom au générique. C'était la première fois où j'ai vu mon nom au générique. J'étais fasciné. Mais alors, j'ai pensé à toute la France qui voyait mon nom. J'ai pensé à la ferme, j'ai pensé aux vaches. Les vaches, en général, ne regardaient pas la télévision. Mais si elles avaient regardé la télévision, ils auraient vu mon nom. Oui. Pas. Et votre fiancée? Et ma fiancée surtout aussi. C'était quand même pas n'importe qui, parce qu'on le voyait, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas n'importe qui à la télévision. Maintenant, on voit n'importe qui à la télévision. Vous décrivez bien aussi le processus d'écriture. Au milieu des mots que j'ai choisis, il arrive des mots que je n'ai pas invités, des mots sauvages. Ils ont bien fait de venir. Ils m'apprennent sur moi des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a un effet thérapeutique dans Oui, c'est quelque l'écriture. chose que je crois beaucoup. Je crois que quand on raconte des choses, on est obligé de préciser un petit peu ses états d'âme. Et les états d'âme, c'est toujours des choses qui sont très nébuleux, qui sont très imprécis, qui sont des turneurs. Tandis que les mots, tout d'un coup, vont leur donner une précision. Donc il faut bien les étudier pour savoir quels mots on va mettre. Et quand on a choisi des mots pour décrire des états d'âme ou des situations, on s'aperçoit qu'il y a quelquefois des mots qui arrivent qu'on n'avait pas invités, qui s'invitent. Et c'est ceux-là les plus importants. Parce que c'était des mots qu'on ne voulait peut-être pas. C'est comme en psychanalyse, les choses qu'on dit qu'on n'avait pas envie de dire. C'est la magie de je trouvais que l'écriture. c'était important. Alors vous avez un sens très agréable de la métaphore. Il s'emmerde, le gai laboureur, il trace à longueur de journée des longs sillons parallèles, tristement, comme un enfant puni, il fait ses lignes. Il y a de la poésie. Ah mais c'est plein de poésie. Alors vous dites que vous n'aimez pas beaucoup l'usage que l'on fait du verbe aimer. Ben, je trouve qu'on le... Oui, je trouve bizarre d'avoir choisi le verbe aimer pour apprendre la conjugaison. Il y avait tellement d'autres verbes. C'est un verbe tellement fragile et qu'on devrait utiliser qu'à bon escient. Et là, tout d'un coup, on l'utilise pour apprendre le participe passé, le futur antérieur et tout ça. Je trouve que c'est dommage de choisir un verbe de luxe, un verbe fragile, pour faire des exercices pratiques. Vous résumez en écrivant « Il ne faut pas s'en servir à tout bout de champ, à l'avoir toujours dans la bouche, il va perdre son goût comme le chewing-gum. » Ben, évidemment. Encore une belle métaphore. Alors vous avez créé le personnage de la Noiraude, la vache la plus célèbre de la télé, qui était dessinée par Gilles Gay. Oui. On se souvient tous du Hello Docteur, c'est la Noiraude. Est-ce que cette expérience de la vie à la ferme, ça a contribué à vous inspirer ce personnage? J'avais déjà une espèce de passion pour la nature, comme tous les gosses, je crois, parce que la nature est un réservoir de miracles, de choses extraordinaires. Vous mettez un haricot dans un coton et puis tout d'un coup vous voyez ça grandir. C'est de la magie tout ça, la nature est magique. Les moutons qui naissent, enfin toute cette vie qui existe dans les plants, dans les arbres, ça m'a toujours fasciné. Et il est vraisemblable qu'après, donc, j'ai rencontré des vaches de près, parce que je faisais leur litière, donc j'avais l'occasion de les voir assez souvent, une fois par semaine. Et donc, cette idée de Noiraude, vraisemblablement, a mûri un petit peu là, parce que j'ai approché des vaches de près. Et vous avez tendance à humaniser les animaux, la basse-cour, à y voir des mœurs... Oui, j'ai l'impression que le monde animal et le monde humain, on n'a pas le même langage, mais on est quand même très très proches finalement. Alors, il y a un truc bizarre, c'est que dans la réalité, les femmes sont en général plus jolies que les hommes, en général. En général. Et dans la nature, c'est le contraire. Vous avez remarqué? Oui, les un pans, coq, c'est vachement plus beau qu'une poule. Bien sûr. C'est flamboyant. Et les poules, elles sont habillées unies en général. Leur crête est un petit peu... Mais ils sont en concurrence peut-être, les mâles.
Ah bah, évidemment, ils sont coquins. Mais c'est bizarre que les poules soient pas belles. C'est bizarre. Si c'était à refaire, moi, Feriez j'aurais bien autrement. des poules qui Alors, soient élégantes. vous expliquez à un moment avec une logique implacable. Au début, ça va, je fais rigoler. On dit de moi, il est marrant, il a pas mal d'esprit. Ça ne dure pas. Rapidement, on se dit qu'un type qui plaisante toujours surtout n'a pas de sensibilité et n'est pas sérieux, qu'il n'a pas de fond. Comme on dit, on en a vite fait le tour. Et quand on en a fait le tour, on part et on ne revient pas. On a l'impression que vous ne vous aimez pas beaucoup, Jean-Louis Fournier. Ça dépend du jour. Ça dépend des jours. Ou je me surestime ou je me sous-estime. Je ne me dis jamais. Non, mais je m'aime pas beaucoup, il ne faut pas exagérer. Ah, quand même. Non, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Non, mais je suis pas toujours très content d'être moi. Mais bon, je suis moi, il faut faire avec. Effectivement. Vous avez reçu le prix féminin en 2008 pour Où on va papa, un livre pas comme les autres, sur vos deux fils pas comme les autres non plus. Est-ce que le fait de recevoir un grand prix littéraire comme ça change quelque chose? Ça fait énormément plaisir, surtout que c'était un prix qui a été donné par des femmes. Et ma mère était prof de français, tout ça, elle aurait été ravie. Et là, elle était partie au ciel un peu trop tôt. Et ben oui, ça fait énormément plaisir, parce que si vous voulez, moi j'ai toujours pensé que j'étais un petit écrivain Rigolo, vous dites. Et puis je me suis dit, je suis peut-être un petit peu plus que ça. Le fait d'avoir un prix, je me suis dit, tiens, peut-être que j'écris bien. Alors, j'étais flatté. Vous avez déclaré lors d'une interview, j'ai un regard étrange sur tout, je trouve la vie tellement terrifiante. Il n'y a que les pessimistes qui aiment bien rire pour se sauver de ça. Alors l'humour, la dérision, comme votre complice Pierre Desproges les pratiquait aussi, c'est moins pour amuser la galerie finalement qu'une réaction de survie? Oh bah, c'est une réaction de survie, bien évidemment. Si en plus ça amuse la galerie, c'est formidable. Moi, j'ai comme théorie, c'est que je dis à tout le monde, quand j'ai été présenter mon livre sur mes enfants, j'ai rencontré énormément de gens qui étaient concernés par le problème. Je leur ai dit, écoutez, il y a un tuyau pour essayer de rendre la vie supportable, même quand il nous tombe des tuiles, parce qu'il tombe des tuiles à tout le monde. Tout le monde n'a pas des gosses handicapés, mais il y a d'autres sortes La vie est remplie de tuiles, d'emmerdements, il y a des choses agréables par moment. Il y a aussi, surtout par le thé, c'est d'essayer de rire de ces malheurs. Parce que là, on est sûr de rire très longtemps, parce que des malheurs, on va en avoir tout le temps. Effectivement, il faut avoir ce réflexe-là. Essayez. Alors avant de nous quitter, si je vous demande à quoi vous fait penser la ville d'Amiens, vous me répondez Manon Lescaut? Non, j'ai pas du tout pensé à Manon Lescaut. Vous avez raison. Pourtant, non, moi, à bah Amiens, oui. je pense à Perret, à l'architecte Perret. Qu'on ne peut pas rater quand on arrive à oui, la gare. Oui. Et ben, vous penserez à Manon Lescaut alors finalement. Oui, c'est vrai parce qu'elle venait de des Grieux. La jolie Manon Lescaut, qui a fait beaucoup de chagrin à des Grieux. À des Grieux, oui, et que vous avez en livre de poche à la ferme pour oui, vous soutenir. C'est votre livre de prédilection, effectivement. Merci beaucoup Jean-Louis Fournier. Et puis merci pour ce livre que je conseille vivement à tout le monde. C'est un très bon moment à passer avec vous. Les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens sont un moment incontournable pour les amoureux du 9e art. Fabien Waquet était présent pour la 15e édition. Les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, organisés par l'association On a marché sur la bulle, fêtaient cette année leur 15e édition. Forcément, 15 ans, c'est une date clé. C'est l'occasion de se poser une question sur le chemin parcouru. On n'a pas excessivement fêté ça, si ce n'est peut-être par une petite exposition qu'on a appelée « Que sont-elles devenues ?» On offre des plaques de rue aux auteurs lorsqu'ils viennent chez nous pour la première fois et on a été prendre des photos. Les auteurs nous ont envoyé des photos de là où ils étaient. Et c'est la version commémorative. Ensuite, c'est l'occasion aussi de voir ce qu'est devenu la manifestation et de voir le public qui est toujours de plus en plus présent. Émile Bravo était venu en 2009 chez nous pour une exposition interactive qui est sur un chapiteau en centre-ville. Et on a eu envie de lui proposer l'affiche, tant on aime son travail et l'intelligence de son regard sur la bande dessinée. Et cette année, il nous a sorti une affiche qui est à la fois très bande dessinée, accessible immédiatement sur le plan visuel, et en même temps très cérébrale, puisqu'elle met en scène Jules Verne et Gustave Doré dans une hypothèse de festival qui se déroule, semble-t-il, sur Amiens. Et ces auteurs-là n'ont pas de succès, semble-t-il aussi, parce que Gustave Doré dessine avec trop de traits. Ce bibliobus qui se trouve sur la placette Lafleur, juste devant le festival, c'est une création de l'année. La bibliothèque départementale de la Somme a pris cette initiative et nous a sollicité pour les aider à monter cette opération. Décoration d'un bus sur l'extérieur, sur l'intérieur, et puis préparation d'expositions interactives, plus de 1000 bandes dessinées. Et ce bibliobus a encadré un certain nombre de projets qui ont eu lieu pendant la semaine. Le festival se trouve en plein milieu du quartier Saint-Leu, face au ciné Saint-Leu. C'est donc, dès qu'on en a l'occasion, la possibilité de sortir des films. Et là, nous avions une avant-première, celle des Petits Ruisseaux de Pascal Rabatet. Je crois que des différentes façons qu'on a de raconter des histoires aux autres, la bande dessinée est juste un moyen. On peut chanter des chansons, on peut faire des films, on peut écrire des livres, on peut faire de la poésie. La bande dessinée est une possibilité, associer images et texte et mettre ça de façon, mettre ça côte à côte et raconter une histoire.
probablement qu'à l'intérieur des cerveaux de certains, il y a plus d'affinité avec le cinéma, plus d'affinité avec le roman. C'est clair que souvent le lecteur de bande dessinée est juste un consommateur de culture, quelqu'un qui aime qu'on lui raconte des histoires. Ici, nous remettons actuellement le 12e prix meilleur premier album des lycéens Picard à Marc Dubuisson pour le remarquable album La Nostalgie de Dieu, qui est son premier ouvrage, comme l'indique l'intitulé du prix lui-même. À l'issue d'un travail de 7 mois mené avec 39 établissements, lycées, techniques, professionnels, agricoles de la région Picardie, donc des 3 départements, les lycéens, à l'origine de plus de 800 sur le projet initial et avec un nombre de votants qui approche les 700 au final, ont travaillé, donc un travail de fond sur la compréhension de la bande dessinée, une sélection de 12 albums. Ces 12 albums sont ceux qui sont présentés ici sur les panneaux, donc on vous invite à les découvrir. Et puis le travail s'effectue, et les lectures s'effectuent, et les lectures avancent, progressent, jusqu'à ce que les jeunes puissent, en leur âme et conscience, voter pour un album qui les touche. Je suis bénévole sur le festival, tout d'abord parce que j'aime la bande dessinée. C'est un média qui m'intéresse et qui me passionne. Et on a marché sur la bulle parce que c'est une véritable aventure humaine, des rencontres, c'est comme une famille avec qui on prépare ce festival des mois auparavant. On a encore une fois de très belles expositions, vraiment pour tous les publics, tous les types de bandes dessinées, toutes les lectures. Une exposition sur le théâtre en bande dessinée. Pour les plus jeunes, là où nous sommes, Bouchou et autres pucerons, donc une exposition dédiée à la bande dessinée sans texte pour les tout petits. Et puis plein de rencontres, plein de débats. On est partenaire du festival et en fait là je suis là en tant que bénévole, en même temps en tant que libraire pour gérer tous les livres des auteurs présents sur le salon. Je gère aussi donc toute la coordination des auteurs, des arrivées d'auteurs, des départs auteurs quand ils ont des trains à prendre, les repas et voilà, et gérer un peu tous les petits problèmes techniques qui peuvent arriver dans le direct, dans les conditions du direct. Forcément, on y est à fond. Cette année, la grosse nouveauté, c'est l'atelier Wacom. En fait, c'est un atelier d'animation où en fait des auteurs viennent, se succèdent pour faire des dessins en direct en fait, et tout est retransmis sur grand écran et c'est vrai que c'est une super animation. Pour l'instant il y a des très bons retours, donc j'espère qu'on verra en fait à la fin du week-end pour faire le bilan, mais c'est vrai que c'est quand même un plus par rapport aux autres salons et on est toujours à la recherche de ces petites nouveautés pour égayer et pour donner l'envie en fait aux gens de revenir nous voir et d'être encore à nouveau surpris par ce qu'on leur propose. À n'en pas douter, le festival 2011 réservera encore de belles surprises. Passionnés du 9e art ou simples curieux, soyez au rendez-vous. Fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis dans Délivrez-nous. À très bientôt sur TV Amiens pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures.